You had ever come across in New York City, Eugene, I said hello, Eugene, are you there, Eugene? Hey Eugene, c'est le titre de l'album et de la chanson Pink Martini. Voilà, alors... Quand on fait des sushis aux saucisses de Strasbourg et du petit salé au couscous, ça s'appelle du world fooding. Bien. Alors, ça fait brancher, ça amuse un petit peu au début, puis après, ça donne des indigestions. Ben, c'est la même chose pour la musique. Alors, attention, je dis escroquerie pour cet album. Escroquerie monumentale, il devrait y avoir un... Parce que c'était bien, Pink Martini. Je ne veux pas travailler. Non, le titre que vous allez entendre... Le titre que vous allez entendre est bien, mais il n'a rien à voir avec le reste de l'album. Le reste de l'album, c'est une pétasse bourrée dans des chiottes, comme ça. Non. Mais si, regardez ce que tu peux pas parler d'une chanteuse. On ne peut pas dire que les femmes... Tu peux pas parler d'une chanteuse sans l'insulter. Calme-toi, mon vieux. C'est juste une chanteuse. Oh là là. C'est une chanteuse, c'est une femme, et en plus, c'est la cousine de mon beau-frère. Annie n'a pas l'air très convaincue non plus. Moi j'adore. Eugene, c'est Eugène. Et il se trouve que ce Eugène lui a donné un numéro de téléphone dans une soirée. Il ne l'a jamais rappelé. Et elle chante ça. Je trouve ça très drôle. Christine, voilà. Bah, moi, dès que je vois écrit Martini, tout se passe. Avec les hôtels Mercure. De la con... Salut à tous. Elle donne peu d'interviews, mais elle est omniprésente dans la presse people et pousse un coup de gueule. Flavie Flamand sera en direct sur TF1 vendredi soir avec la chanson de l'année et sur le plateau de Plus Clair dans quelques minutes. Le mercato politique de l'après-présidentiel est ouvert dans les médias. Des journalistes ont vu Georges-Marc Benamou et Catherine Pégard rejoignent l'Élysée. Laurent Solide, directeur adjoint de la campagne, sera bientôt dans le nouvel organigramme de TF1. Est-ce cela l'ouverture, la modernité voulue par le nouveau président qui affiche depuis son élection une communication décomplexée? Pour en parler, un journaliste qui entend le rester, Jean-Michel Apathy. Après les nouveaux arrivants, les sortants, Béatrice Schoenberg, épouse de Jean-Louis Borloo, renonce à la présentation des journaux du week-end sur France 2. Christine O'Krent, compagne de Bernard Kouchner, ne présentera plus France Europe Express à la rentrée prochaine. Également, dans Plus Clair, le retour gagnant des bons vieux jeux télévisés comme La Famille en Or, les premiers pas de Steven Spielberg dans la télé-réalité, la première diffusion de On the Lot, une Star Academy pour jeunes réalisateurs, a eu lieu cette semaine sur la Fox. Nous avons les images. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussart et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, une page se tourne au monde. Jean-Marie Colombani est écarté de la direction du journal. Les journalistes se sont opposés à sa reconduction, vote contesté dans un premier temps, mais validé avant-hier par les administrateurs externes du groupe. Jean-Marie Colombani devrait quitter ses fonctions dès la fin du mois de juin, d'après la Tribune. Reste maintenant à lui trouver un remplaçant susceptible de porter haut les valeurs du journal, parmi lesquelles l'éthique et la déontologie. Alors il faut qu'il recrute du côté de Secret d'actualité, où les journalistes tiennent parole. La preuve dimanche dernier. Voici le directeur de l'enquête de la Guardia Civile. Il a souhaité garder l'anonymat. Souhait qu'M6 a tout à fait respecté. Quand on est arrivé sur place, les services médicaux constataient la mort de la personne. Numéro 4, Laurent Ruquier pourrait aller sur RTL la saison prochaine. Des négociations seraient en cours pour qu'il y anime des émissions le week-end. Laurent Ruquier, qui n'aura pas été boosté par le direct samedi dernier, on n'est pas couché pour la première fois en live, n'a pas fait plus d'audience que d'habitude. C'est fou quand même. En même temps, il n'avait pas une super locomotive. Tenue de soirée, l'une des grosses déceptions d'audience de la semaine dernière pour France 2. Et ce ne fut pas la seule. Bide aussi des Zig et des Molières. Résultat pour la chaîne, c'est un peu... Quand rien ne va plus. Elle a perdu sa place de deuxième chaîne la plus regardée de France, au profit de ce que l'on appelle les autres TV, regroupant entre autres les chaînes de la TNT. Du coup, mesure d'urgence cette semaine, France 2 a décidé de retenir ses téléspectateurs de force. On vous a forcé à venir, madame? Vous vous sentez comment aujourd'hui? Un petit peu. Numéro 3, exit en aparté le midi à la rentrée prochaine sur Canal. Pour autant, Pascal Clark restera sur la chaîne, toujours en voix off pour un nouveau magazine. Alors, s'agissant du midi, que verra-t-on l'an prochain? Question,
Réponse. Samuel Etienne animera une nouvelle émission qui devrait alterner info et humour sur le rythme d'un JT. Il est donc sans doute à la recherche d'humoristes pour étoffer ses troupes. Il faudrait qu'il aille chercher du côté d'Attention à la marche, ils sont généralement assez comiques. Quel organe peut être atteint par une cataracte? La race. Sinon, s'il veut faire dans le tragicomique, là c'est chez Laurence qu'il faut aller s'approvisionner. Il vous arrive un pépin, je vous le souhaite pas. Boum, une cicatrice. Comment vous allez le vivre? Une grosse cicatrice sur le visage. Je sais pas, mais je pense que je me suicide. Numéro 2, Daniela Lombroso y croyait dur comme fer. Par exemple, je serai présente le 21 juin lors de la fête de la musique. Il y a de fortes chances que je le sois. Oui, bah alors ce sera dans le public, hein, parce que pour ce qui est de la présentation, France 2 lui a finalement préféré Olivier Mine. Daniela en a eu le souffle coupé. Cela dit, à défaut de présenter, elle pourra quand même venir sur scène pour chanter sa désillusion. Je m'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Numéro 1, d'après l'équipe, TF1 et M6 devraient toutes deux diffuser les matchs de l'Euro 2008. Oui, c'est sérieux. Les deux chaînes auraient signé un accord. Vraiment pas comme les autres. Elles auraient décidé de partager les frais et donc les matchs. Chacune déboursera 50 millions d'euros pour diffuser les rencontres. Mais attention à ne pas se faire griller par Énergie 12, qui diffusera elle aussi dès les prochains jours l'Euro. Une séquence poétique extraite de The Next Doll, télé-réalité censée dégoter une nouvelle chanteuse aux Pussycat Dolls. Enfin chanteuse. Un bon concept en tout cas à décliner en France avec nos Pussycat drôles. Encore que là, aucune de ces candidates ne pourrait leur arriver à la cheville. C'est pour ça que je le vis si mal. Amour, gloire et métier. Béatrice Schoenberg ne présentera plus le 20h le week-end sur France 2. Qu'en est-il de l'avenir de Christine O'Krent? Julien Dugast. Mardi soir, l'actualité médiatique a rejoint l'actualité politique. Madame, monsieur, bonsoir. Béatrice Schoenberg, qui s'était retirée du journal pendant la campagne présidentielle, devait revenir à la présentation du 20h de France 2 ce week-end. Seulement, voilà, la compagne de notre nouveau ministre de l'économie, Jean-Louis Borloo, en a décidé autrement. Elle dit au fond qu'elle n'avait pas envie de revivre ce qu'elle avait vécu l'année dernière, c'est-à-dire une espèce de travail sous surveillance, avec un peu de suspicion de la part de certains à l'extérieur, de nos confrères, qui observaient à la loupe les journaux télévisés de France 2. Sachant qu'elle n'avait pas envie de revivre ça, elle a trouvé, puisqu'elle va faire un magazine, un autre moyen de continuer son métier. Et mercredi, lorsqu'un communiqué de France 3 annonce une nouvelle formule pour France Europe Express, émission présentée par la compagne du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, le milieu médiatique a vite fait de faire l'amalgame avec le cas Béatrice Schoenberg. Grosse erreur. C'est à notre époque, dans un pays comme le nôtre, une insulte faite à toutes les femmes, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une femme est forcément idiote, qu'elle est forcément influençable, que forcément elle ne saurait penser toute seule, la pauvre chérie, et que donc elle doit s'effacer devant le mec. C'est insupportable. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça retombe toujours sur les bonnes femmes? Christine O'Krent est, depuis l'âge de 22 ans, et aux affaires politiques, et elle a conduite d'émissions. Et dans les journaux télévisés. Il n'y a aucune raison, parce que son mari, Bernard Kouchner, arrive comme ministre, qu'elle arrête de faire son métier. La reine Christine va donc tout simplement rafraîchir son émission de deuxième partie de soirée du dimanche. Le vrai problème que ça pose, et on est tout à fait d'accord, si un jour elle fait cette émission sur la politique étrangère ou la politique européenne, il est difficile, et qu'on invite Bernard Kouchner, il est difficile qu'elle l'interroge. Donc ce sera quelqu'un d'autre qui fera l'émission. Quelques précautions d'usage donc, et surtout un mot d'ordre à France Télé, qu'il s'agisse de Béatrice Schoenberg, Christine O'Krent ou Marie Drucker, c'est elle qui décide de rester ou non. Quant à savoir si leur vie privée interfère sur leur vie professionnelle... La meilleure réponse qu'on peut donner à cette suspicion qui revient régulièrement sur la connivence entre politique et journalistes, c'est de dire qu'est-ce qui compte, c'est ce qui est mis à l'antenne. On est professionnel ou on ne l'est pas. Résumons, Madame Schoenberg reviendra à la rentrée pour un magazine de société qui devrait être produit par Emmanuel Chin. Christine O'Krent continue France Europe Express jusqu'en juin et reviendra donc en septembre avec la même équipe pour un nouveau format d'émission, toujours politique, toujours le dimanche, toujours en deuxième partie de soirée. Intervieweur sur RTL, blogueur sur Internet, chroniqueur dans le grand journal de Canal, Jean-Michel Apathy est devenu incontournable pendant la campagne. Que lui inspirent les départs et arrivées sur la planète Média. Jean-Michel Apathy, bonjour, merci d'être là. Si vous deviez résumer de quelques mots cette campagne, quels sont les mots que vous employeriez? Dynamique, qui a produit un grand intérêt. Ouais.
et qui n'a en revanche produit aucune illusion. Vous avez essayé de décrypter cette campagne au cours de vos interviews et également sur votre blog. Vous avez raconté les coulisses en fait de vos interviews et il y aurait eu à un moment un souci avec Nicolas Sarkozy en février qui aurait dit que vous étiez gauchiste, c'est ça? C'est-à-dire quand RTL et Alain Duhamel sont convenus que peut-être Alain Duhamel pendant cette campagne, puisqu'il avait fait un aveu maladroit de ses préférences personnelles, devait se mettre en retrait, Nicolas Sarkozy, qui n'avait, me semble-t-il, rien à gagner à l'affaire, mais par respect du professionnalisme d'Alain Duhamel, a pu dire dans une phrase un peu rapide, parce que son esprit va vite, vous virez Duhamel et vous gardez le gaucho, en me désignant. Donc, je lui ai dit, il en a ri, mais c'était vrai, que précisément beaucoup de réactions sur le blog me traitaient de sarkozyste. Alors, que lui me considère comme un gaucho, au fond, ça crée un équilibre. Mais ça a été un petit incident. Et Rémi Sauter aurait dit à Nicolas Sarkozy, vous ne faites pas la loi ici, c'est nous qui la faisons, c'est ça? En termes diplomatiques, c'est ce qu'il lui a dit. Et je crois que Rémi Sauter a raison et que Nicolas Sarkozy en est convenu. L'une des conséquences de la composition du nouveau gouvernement, c'est le départ de Béatrice Schoenberg du 20h. Elle n'avait pas d'autre choix, selon vous? C'était difficile, oui. Que Béatrice Schoenberg fasse son journal avec honnêteté, ça me semble évident. Qu'en même temps, le poste important de celui qui est son mari dans la vie l'expose sans cesse à un regard suspicieux, rend la poursuite du travail pour elle difficile. Qu'en est-il de Christine Ockrent qui annonce que France Europe Express va s'interrompre en juin, mais qu'elle proposera un nouveau magazine politique à la rentrée? Si elle fait une émission politique et si un jour elle reçoit François Fillon, on dira tous, mais peut-elle vraiment interroger François Fillon? Alors, elle dira oui, mais la polémique fait que tout ça ne se passe pas dans un climat serein. Donc, on peut trouver ça injuste, mais je crois que de fait, ça s'impose comme ça. Leur situation personnelle réduit leur champ d'action professionnel. C'est comme ça. Voilà. Il y a des sortants à la télévision, on vient de le voir, il y a aussi des arrivants. Laurent Soli, qui était directeur de campagne adjoint de Nicolas Sarkozy, il s'apprête à rejoindre l'organigramme de TF1. Là, quelle est votre analyse? Il faut voir, moi c'est la seule chose qui m'importe, si les journalistes de TF1 auront la liberté de traiter l'actualité telle qu'elle se présentera. Une équipe au pouvoir, il y a un mauvais coup par jour. Et donc le travail du journalisme, c'est plutôt de travailler sur les failles que de tresser des louanges. Donc si les journalistes de TF1 ont ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité à regarder l'actualité telle qu'elle est, eh bien, Laurent Soli sera à sa place quelqu'un qui dirigera TF1 sans faire valoir ses préférences personnelles, s'il en a ou s'il en a eu. Ce qui pose question, c'est également le fait que 3 journalistes en vue ont été appelés à l'Élysée et à Matignon et aussi, d'une certaine manière, à la culture. Il s'agit de Catherine Pégard du Point, de Myriam Lévy du Figaro et puis de Georges-Marc Benamou, ex-Nice Matin, mais aussi Quotidien de Paris, Nouvelles Littéraires, etc. Et puis Globe. Nicolas Sarkozy avait dit en campagne qu'en fait, le critère de sélection de ses collaborateurs, ce serait la compétence. Alors, quelle compétence concrète peut apporter un journaliste à un gouvernement dans un rôle de conseiller en communication? Catherine Pégard va jouer un rôle de conseiller politique, donc évidemment, elle apportera à Nicolas Sarkozy ce qu'elle sait du journalisme. Elle peut lui dire, tiens, si tu prends telle position, si tu n'es pas attentif à ça, tu auras tel type de papier. Elle sait comment réagissent les réactions. Parce que les journalistes sont prévisibles, en fait, vous voulez dire. Ah oui, d'une certaine façon, oui. Les journalistes sont prévisibles et souvent les hommes politiques anticipent mal les réactions des journalistes. Mais vous savez, dans la foule des choses qui se passent dans une journée quand on est au pouvoir, la hiérarchie de ce qu'il y a à traiter, tout ça est quand même assez loin. Donc le rôle de Catherine Pégard, me semble-t-il, ne sera pas décisif au point de permettre aux responsables politiques d'anticiper à chaque fois et dans des bonnes conditions le travail des journalistes. Est-ce que ça ne jette pas un voile aussi sur ces écrits? Rétrospectivement, oui. Quand on est lecteur du Point, on peut se dire, tiens, est-ce qu'elle était à la bonne distance quand elle écrivait? Évidemment que ça peut jeter un voile. Moi, je pense, pour avoir lu Catherine Pégard, parler avec elle, l'avoir vu sur le terrain, que la suspicion est injuste a posteriori, mais on ne peut pas empêcher qu'elle soit là, évidemment. C'est compliqué la vie. Oui, c'est compliqué la vie. Alors la modernité, en fait, c'est sous cet étendard que Nicolas Sarkozy a décidé de placer sa communication. Et il y a des images inhabituelles qu'on voit depuis qu'il a été investi de ses nouvelles fonctions. Décryptage avec Damien Cabrespine et Marie-Laurence
Un vent nouveau souffle sur la communication présidentielle. Au programme du protocole glamourisé, des bains de foule et un jogging surmédiatisé. En matière de communication aussi, on peut parler de droite décomplexée. Là, on est beaucoup plus face à un président manager, chef d'entreprise. On est dans cette phase de berlusconisation de la vie politique française. Déstabiliser, c'est bien. Inventer un autre style, c'était bien. Supposer qu'on peut s'affranchir de tous les codes, ce n'est pas possible, d'autant que lui-même, dans l'action politique, va constamment être obligé de revenir à de la solennité pour annoncer un certain nombre de mesures. Dès le lendemain de l'élection, les journalistes scrutent la retraite du nouveau président. J'ai pas l'intention de me cacher. J'ai pas l'intention de mentir. J'ai pas l'intention de m'excuser. Mais l'affichage de signes extérieurs de richesse fait parfois grincer quelques dents. Dans l'immédiat, les Français n'ont pas envie d'entrer dans la récrimination. Ils veulent du positif, ils veulent de l'optimisme dans un pays qui souffre, mais ça risque, si les résultats économiques et sociaux ne sont pas rapidement au rendez-vous, les Français s'en souviendront. Le bateau compte 7 cabines grand luxe et un jacuzzi sur le pont supérieur. C'est des images qui sont fortes, ce sont les premières images de Nicolas Sarkozy élu. On les met dans un coin du crâne, on oublie, et ça revient lorsqu'il y a une difficulté. Et là, à ce moment-là, on se souvient du yacht, on se souvient du Phuket, et on dit non, c'est pas possible. M'expliquez pas, par exemple, que vous allez moins rembourser mes soins de santé alors que vous menez ce genre de vie. Là, ça devient un peu compliqué. L'objectif affiché de Nicolas Sarkozy, dépoussiérer la fonction présidentielle. Pour la passation de pouvoir, l'image est inédite. La famille Sarkozy arpente le tapis rouge et le festival de Cannes n'a qu'à bien se tenir. Il fait un usage politique de sa famille. Tu le connais, lui? C'est le modèle réduit du grand. Sa conviction est qu'aujourd'hui, pour toucher l'ensemble des Français, il faut aller au-delà de ceux qui regardent le journal télévisé de TF1 et France 2 de 20h, et qu'il faut aller jusque dans les foyers où l'on ne regarde que la presse people au fond. Une communication qui mise sur la jeunesse et le dynamisme. Jusqu'à présent, seul le président Giscard avait travaillé cette image. Valéry Giscard d'Estaing rappelle souvent qu'il faut décontracter la vie publique. Pour lui, un homme politique doit être un homme d'action, naturel, sans artifice. Et comme aux États-Unis, période Clinton, les médias se passionnent pour les joggings du président. On n'a pas vu Chirac faire un jogging, on n'imagine même pas Mitterrand en short. Il y a probablement quelque chose à inventer dans un style plus direct, plus naturel à la française, mais pas forcément en copiant un style américain. À Matignon aussi, les ministres laissent les équipes télé filmer leur installation dans leur nouveau bureau. Et du côté de l'Élysée, on joue la transparence. Les portes de l'Élysée étaient ouvertes, il y avait des envoyés spéciaux dans la cour de l'Élysée, on voyait les arrivées des uns ou des autres. C'est quasi les ministres qui annonçaient eux-mêmes pour certains leur nomination à tel portefeuille. Mercredi dernier, la photo officielle du président était dévoilée, une photo contre-pied, limite classique, alors que Nicolas Sarkozy avait choisi un photographe habitué aux paillettes du showbiz. Là, il a choisi quelque chose d'assez people, le photographe des stars académiciens, le photographe d'Ingrid Chauvin. Il y a un petit côté télé 7 jours. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus glam. Je travaille avec des jeunes de la Star Academy. Je vais travailler dans leur ambiance. C'est pas tout en rajoutant ma patte, mais c'est pas à moi de donner une image à quelqu'un qui est surtout président de la République. Le prochain défi de Nicolas Sarkozy, conjuguer à la fois les contraintes du protocole officiel et une communication plus directe. La semaine dernière, son week-end à Brégançon était beaucoup plus médiatisé que sa rencontre avec les salariés d'Airbus. Un mot tout d'abord, Jean-Michel Apathy, sur cette photo officielle. Vous ne l'aimez pas beaucoup, vous la trouvez moche même, vous l'avez écrit sur votre blog. C'est pas Nicolas Sarkozy, je trouve. Oui. Je trouve que voilà, il y a une vague référence à Mitterrand pour la bibliothèque, c'est empesé, c'est raide, voyez. Un homme qui fait du jogging parce qu'il a 53 ans, il aime ça, doit être capable de donner une autre photo de lui quand il s'agit de se montrer en président de la République. Si on décode cette photo, quelle idée est-elle censée asseoir ? L'autorité, le poids de la fonction, alors que précisément la promesse de Nicolas Sarkozy, c'était de dire qu'il serait un président plus simple que ne l'avaient été les autres, moins majestueux, plus impliqué dans le quotidien. La photo dit l'inverse. Il y a ces images aujourd'hui qui circulent, beaucoup d'images. Je pense que souvent l'appareil de commentaire dit des choses qui ne sont pas justes. Dominique Régnier, qui est un garçon intelligent, dit qu'il utilise sa famille politiquement. Non. C'est pas votre sentiment. Non, quand la passation des pouvoirs se produit, sa famille est là. Évidemment, on ne va pas la cacher, la famille. Bon, il y a un tapis rouge qui est déroulé sur l'Élysée. Traditionnellement est déroulé. Mais, bien sûr, puis c'est pas pour la famille. Oui. C'est pour Chirac quand il va repartir, accompagné par Sarkozy. Donc la famille est là-dessus. Ça fait Festival de Cannes, parce que la famille de Sarkozy, c'est une famille où il y a... Elle est belle, d'abord, oui, c'est ça. Il y a 2 enfants, 2 garçons d'un premier mariage.
mariage, 2 filles d'un premier mariage et un petit garçon du mariage Nicolas-Cécilia. Donc c'est une famille tout à fait recomposée, tout à fait étonnante, c'est une belle image, mais c'est la famille de Sarkozy. Et puis par ailleurs, cette famille, quand il la montre, elle est en rupture totale, cette famille, avec le discours de Nicolas Sarkozy. Je veux liquider l'héritage de mai 68. Or, cette famille, 5 personnes qui sont issues de 3 mariages, alors ça, si c'est pas le symbole de mai 68, donc vous voyez, même si on veut pousser le raffinement du raisonnement, cette famille est l'inverse du discours de Nicolas Sarkozy. Donc il ne faut pas imaginer qu'il l'utilise beaucoup politiquement. Il faut que le commentaire se méfie de lui-même, parce que à vouloir tout rationaliser, tout expliquer, vouloir donner un sens politique à tout, on raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et selon vous, il n'y a pas de sens politique à voir Nicolas Sarkozy faire son jogging très souvent? Alors oui et non. D'abord, il le fait depuis longtemps, donc il continue à le faire, c'est plutôt sain. En revanche, quand il rentre de ce jogging du Bois de Boulogne, il a le choix entre rentrer par la porte du coq derrière et éviter les caméras, ou rentrer par le perron et être sous les caméras. Il a choisi de rentrer par le perron. Là, il fait de la politique. Et en même temps, moi, je n'avais jamais vu ça. On voit un type en short qui monte le perron de l'Élysée. Eh bien, ça fait du bien aussi. C'est assez sympa. Oui, c'est naturel, quoi. Voilà. Des fois, le président de la République est en short. Ben oui, tant mieux, moi aussi. Et cette imagerie qui relève de la presse people, on a parlé beaucoup évidemment du bateau. Est-ce que ça c'est volontaire? Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est pour installer une proximité ou parce que il est comme ça? Le bateau, c'est une erreur, je crois. Je pense qu'il ne le refera pas. D'ailleurs, quand il se défend, là vous en avez montré un petit extrait, il dit « Je ne suis pas encore président de la République », c'est 2 jours après son élection, évidemment il l'est. Il voit bien qu'il a été trop loin. On ne peut pas mener une campagne avec en arrière-plan une société qui souffre. Hein. Lui-même s'est adressé souvent à ces gens-là. Puis aller au Fouquet's, prendre un avion privé, un yacht de 60 mètres là-bas au bout de l'Europe, on ne peut pas articuler toutes ces images en même temps. Ça, je crois que c'était mal pensé, mal apprécié, les effets sont négatifs et je parierais pas cher, mais je parierais quand même un petit peu qu'on ne reverra pas Nicolas Sarkozy dans une telle situation. Ça, c'était des mauvaises images de début de quinquennat. Je pense que Nicolas Sarkozy, cet épisode-là, lui a permis de comprendre que quand on est aussi exposé, quand on représente autant de choses, eh bien, on n'a plus le droit de faire certaines choses. Il l'a compris, à mon avis. Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy, de votre visite sur le plateau de Plus Clair. Et tout de suite, le bloc-notes d'Éric Dussart. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque matin sur RTL et puis à Canal+. Merci, Jean-Michel Apathy. La finale de Pékin Express, mardi soir sur M6. L'épisode ultime. De trop, j'allais dire. C'est vrai que niveau audience, ils se sont un peu mangé le mur. Hein. Oh non, merde! 3 600 000 téléspectateurs seulement pour cette grande finale, ou plutôt comme dirait Stéphane Rothenberg, pour cette grande finale. Près de la tête de la course, elles n'ont jamais baissé les bras pour continuer à avancer. Et sous un soleil de plomb, une aventure hors du commun, sont toujours dans le parc. Trouver un nouveau véhicule pour le sprint final, 100% féminine. Vive la course à fond, la finale de Pékin Express. À 54 reprises, on s'est dit que si l'on fait un concours de tons répétitifs, Stéphane sera déclaré vainqueur. Pékin Express qui reviendra l'an prochain, vous pouvez déjà vous inscrire, mais attention, il y aura sans doute un questionnaire au moins aussi hard que le jeu téléspectateur. Quelle était la philosophie de Gandhi? 1. La non-violence. 2. Le mépris. Cela dit, on ne se moque pas. Chez certains, cette question a dû appeler de profondes interrogations. Gandhi, ça a dessin animé ça? Pays de Gandhi. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Lundi pour M6, ce fut pour le pire côté audience. 2 900 000 téléspectateurs pour 7 ans de mariage et un enterrement, celui du romantisme. J'ai enlevé mon stérilet et là je l'appelle, je lui fais écoute, faut que tu viennes en plein milieu de la semaine, donc tu te débrouilles n'importe comment parce que j'ai enlevé mon stérilet, je peux te rendre ça à tel moment. Bravo madame, votre gag a été désigné comme le gag gagnant de la semaine par notre jury. Ah non, il y avait encore beaucoup plus vidéo-gaguesque avec ses futurs mariés. Et tout de suite, je vous propose une séquence avec des gags spécial mariage. Moi j'aime chez lui d'être un peu enfant. Les parents c'est secondaire, les enfants c'est primaire. Je vais être une embêteuse. La façade, les 4 murs porteurs plus la toiterie. Donc on voit enfin le bout du rouleau en fait. 13 freestyles de ce genre, ils méritent amplement les félicitations du jury. Ça m'émue. Un jeune couple qui aurait eu bien besoin d'aller en face sur TF1 dans la classe de Mademoiselle Joubert, qui écope elle-même d'un peu mieux faire pour l'épisode de lundi. Ah bon, pourquoi? 6 700 000 téléspectateurs seulement, c'est 1 million de moins que pour le précédent épisode. Sans doute le public aurait-il préféré voir Madame Maillon Faible avec son ton habituel. Alors là, je peux dire que vous m'avez gâté. Hein. C'est nul. Qui a le cerveau en écharpe? Votez! Éliminez le maillon faible. Premier épisode de la saga d'été d'M6, mercredi soir, Suspect. Décidément, que de séries événements cette semaine. C'est chiant.
C'est vrai qu'ils auraient pu les regrouper, faire par exemple un Mademoiselle Joubert suspecte. Une pipe et une levrette, ça va? Oui, entre autres. Vous allez attendre qu'il nous ait égorgés avant de prendre des mesures? C'est une bonne idée, ça, oui. Suspecte avec pour tête d'affiche Ingrid Chauvin, gâtée par ce rôle qui à 12 reprises lui a offert mercredi des répliques qui devraient faire date. Aux côtés d'Ingrid, un acteur de Plus belle la vie, cet homme. C'est génial, hein? Oui, mais bon, après cette chute, on ne comprend pas pourquoi il a joué la panique. Hein. Elle respire encore. Vous êtes médecin? On aurait préféré le voir aussi cool que dans Plus belle la vie. Elle respire encore. Tu veux un café? Une série bien suivie, M6 numéro 2 des audiences mercredi avec 5 millions de personnes. Et ce malgré la finale de la Ligue des Champions, suivie par 6 900 000 téléspectateurs sur TF1. Match promu avec brio quelques minutes plus tôt dans le 20h par un sujet fait par de vrais pros du foot. Pour moi, ce n'est pas une revanche. Cette finale, c'est du passé. C'est bien de mettre les noms, c'est encore mieux quand ce sont les bons. Parce que ce joueur ne s'appelle pas. Mais, alors que Patrick se méfie, un de ces quatre, ils vont lui faire le coup à lui aussi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La Nouvelle Star, deuxième programme le plus regardé jeudi. Mais avec 700 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière. Ouh, oui, ouh. Il faudrait peut-être réinjecter un peu de rythme au plateau. Pourquoi ne pas remettre par exemple un peu de beatbox? On a un super candidat à leur proposer. MCGP, Jean-Pierre. Lui aussi très fort, hein. Jean-Pierre, véritable boîte à rythme, à 42 reprises en 3 éditions. Qu'on se le dise. Et il sait faire plein d'autres choses avec sa bouche, même le 33 tours qui s'arrête. Situation toujours aussi tendue au Liban. Toujours à propos de TF1. Très... Tenue de soirée à Cannes samedi dernier. Avec en invité d'honneur Patrick Buruel. Non. Avec Patrick Buel. Patrick Buel, au top de la vanne samedi dernier. C'est comme si je vous demandais comment ça se fait que vous ne sculptez pas encore. Mais il sculpte. Non. Une vanne tellement tombée à plat que Patrick s'est demandé, c'est moi ou c'est le micro? Mais il sculpte. Non. Parce que votre sœur est actrice. Très discret, Patrick. Ah mais c'est une bête, hein. Tenue de soirée qui n'a pas marché samedi, 3e place des audiences pour France 2, 2 700 000 téléspectateurs seulement. C'est peut-être pour ça qu'à 10 reprises, Michel a tiré la sonnette d'alarme. Une soirée de folie au cours de laquelle Michel a voulu tenter un truc avec l'expression non moins pour dire non moins exceptionnel par exemple. Il s'est dit, pourquoi ne pas séparer les mots, non d'un côté, moins de l'autre. Le hic, c'est que ça change quelque peu le sens. La sublime chanson de Barbara Streisand, Yentl, interprétée par la moins sublime et la non sublime Liane Folly. La moins sublime et la non sublime Liane Folly. Et bonjour, monsieur Julien Dugast. Bonjour Florence. Vous revenez avec quelques indiscrétions et on commence tout de suite par pas de pop star pour TF1. Oui, depuis quelques semaines, TF1 M6 se livrait à un combat sans merci pour posséder Popstar. TF1 louchait sur Popstar, voulait le piquer à M6. Eh bien, finalement, cette émission restera dans le giron d'M6. M6 a su sortir le portefeuille pour garder Popstar contre TF1. Popstar, rappelons-le, c'est l'émission qui s'était arrêtée en 2003, ce qui nous avait fait découvrir Matt Pokora. Depuis, elle avait été remplacée par la nouvelle star. Popstar devrait donc revenir sur M6. Le retour d'une animation culte. Oui, Les Lascars, un dessin animé drôle, engagé et caustique, revient sur Canal+. Ça faisait 5 ans qu'on ne les avait pas vus. La saison 2 reviendra l'année prochaine, à la rentrée prochaine, à 18h15, avec les voix de Katsumi, Diams, Vincent Cassel, Omar et Fred. Bref, il y a tout le monde. Tout de suite, un petit extrait. Ah non, encore une. Non mais tu te fous de ma gueule! Tu reçois des textos d'une greluche devant tes potes en plus! Ouais bon, ça va là, tu fais combien d'abord? Meuf, fameux, c'est le même mot! Les keufs, avec ton blouson rouge et tout là. Allez, vas-y, casse-toi. Et ce n'est pas tout, d'ailleurs, les Lascars reviennent en dessin animé sur Canal et ils reviendront aussi en film, en long métrage, en 2008, pareil avec Omar et Fred, Vincent Cassel et les mêmes voix.
Et puis de nouvelles séries américaines qui arrivent. Aux États-Unis cette semaine, les chaînes se livraient à un combat pour savoir qui allait posséder le prochain Lost, le prochain Desperate. Ça se passait à Los Angeles, ça s'appelle les screenings. C'est le moment où toutes les chaînes font leur marché de séries. Parmi les séries qui ont fait parler cette année, on en connaît déjà une, elle s'appelle Pushing Daisies. Elle passera à la rentrée sur ABC. C'est l'histoire d'un enquêteur qui possède un pouvoir étrange. Il peut faire revivre les morts. Comme ça lui permet de demander qui vous a tué. Mais le problème, c'est que s'il les touche une deuxième fois, il les tue définitivement. Cette série est créée par le même que celui qui a créé Dead Like Me. L'esprit reste donc le même. Et le pilote a été réalisé par Barry Sonnenfeld, le monsieur Men in Black. Tout de suite, un petit extrait. It all began in the town of Coeur de Coeur when he was just a boy. Ned was in love with the girl next door and discovered his extraordinary talent in the most unusual way. It was a gift that came with a caveat. First touch, life. Must have slipped. Second touch, dead. Forever. 19 years later, young Ned's secret becomes a secret no more. Autre série présentée cette semaine à LA, Ellie Stone, une sorte de Ally McBeal version mec. Un jeune et brillant avocat dans un grand cabinet se rend compte qu'il est peut-être un prophète, et pour cause. Tout de suite, un extrait. Hey, music. Did you hear the music? Yes! Yes, I hear the music! Seriously, there's music playing. Well, I guess it would be nice. George Michael! That's who it is! George Michael? What the hell are you talking about? His song, Faith. Not to be a prude, Eli, but I've got a deposition at 8 tomorrow morning, so could we forego the role-playing this one time? I'm not role-playing. It's a song. Faith, it's been following me around all day. The song has been following me. Seriously, you don't hear it? If I say yes, will you come back to bed? It's coming from the living room. I'm glad something's coming! Bien entendu, d'autres séries ont été présentées au screening, plus d'une trentaine. Lesquelles seront présentées sur les chaînes françaises? Réponse d'ici quelques semaines. Eh bien, merci Julien Dugast. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Dans un instant, Flavie Flament, star de la presse People contre son gré. Le premier jeu de télé-réalité produit par Steven Spielberg. C'est juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Plus clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, une expression qui s'applique désormais aux jeux télévisés. Les anciennes formules laissées en désuétude sont depuis quelques mois exhumées des tiroirs des producteurs. Et ça marche, comme en attestent encore les audiences de Christophe de Chavannes cette semaine, avec le retour de La Famille en or. Christelle Rebière. Être une famille, c'est bien. Mais devenir une famille en or, c'est mieux! Et une ménagère épanouie, encore mieux. Depuis lundi, plus de 42% des fameuses ménagères de moins de 50 ans ont suivi le retour d'une famille en or sur TF1. Un démarrage encore meilleur que celui de 1 contre 100 en début d'année. Alors, faire du neuf avec du vieux, ce serait ça, la recette en or ? La grosse nouveauté qu'il faut avoir le temps d'ingurgiter, de digérer et tout, le téléspectateur qui regarde beaucoup la télévision, c'est pas ce qu'il attend. Il aime bien être dans ses pantoufles et qu'on lui resserve à peu près la même chose. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. La main au-dessus du buzzer. Attention, voici la question. Ça prouve que nous manquons peut-être d'imagination, ça c'est sûr. Mais quand il s'agit d'un mec comme Christophe de Chavannes qui apporte son plus, parce que le mec il est pétillant, il est sympa, c'est un vrai succès, ça ne m'étonne pas. Le tout, c'est qu'effectivement, ça puisse être fait avec une touche de personnalisation et de show qui n'existait peut-être pas à l'époque de la création des jeux. On est loin, effectivement, du style des années 90, incarné entre autres par Laurent Cabrol. Ghislaine, vous êtes, dans votre existence, je crois que vous occupez de vos enfants. Oui, je suis mère au foyer. Vous êtes une obsédée de la balance, vous, c'est le matin, le soir. C'est vrai que ça sert à rien. Regardez vos enfants, ils ont envie de vous voir. Maman, maman. Ils sont jumeaux alors? Oui. Ah, le même âge. Oui. Ah ben j'enlève tout, moi. Ah oui, puis on est... Même la montre. Pipi d'abord, puis même popo, tout. Ah, tout. Ah oui. C'est très bien. Mais les questions sont toujours aussi existentielles. Qu'est-ce qu'un homme regarde en premier chez une femme? Citez un endroit insolite pour faire l'amour. Une voiture. Bravo. Et à la fin, la joie toujours aussi contenue. L'été dernier, déjà, TF1 avait dépoussiéré avec succès La Roue de la Fortune avec Christophe de Chavannes et au passage, une autre femme de lettres. On se va occuper de vous. Oui, on se va occuper de vous. En fait, Endemol avait racheté les droits d'exploitation à CBS.
Nous, en regardant La Roue de la Fortune, on s'est dit qu'un, il fallait augmenter le rythme du format. 2, on est parti sur des codes couleurs qui étaient plutôt des codes couleurs de Prime, donc qui rendaient La Roue de la Fortune événementielle. En gros, on ne touche pas aux fondamentaux de la mécanique, mais on y apporte cette touche de modernité et d'humour qui, à mon avis, a séduit le téléspectateur. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Après 15 ans de juste prix sur TF1, France 2 a lancé le juste euro au moment où la monnaie a changé. Ça a duré 3 semaines. Les vitrines, ce qu'ils appellent les vitrines, qui étaient somptueuses sur TF1, étaient, on peut le dire, plutôt ringardes sur France 2. Une table et 4 chaises pour France 2. Table, chaise, frigo, congélateur, dessert et service en grès pour TF1. Les 2 moteurs du jeu, c'est-à-dire la bonne estimation et le fait que on rêvait devant des choses absolument magnifiques, merveilleuses, des salles de bain, des trucs. Là, il y avait une serviette éponge et un bout de savon. Héroïne toute catégorie du formatage et du reformatage, la Vachette. Depuis 45 ans, elle disparaît, réapparaît, toujours l'été pour Interville. Les épreuves sont régulièrement modernisées, mais le secret de la réussite est ailleurs. Tous les ans, nous avons de nouveaux téléspectateurs. Un enfant de 3-4 ans est déjà amateur d'Interville. On capte les enfants, on capte donc la famille. Et les personnes âgées qui ont vécu Interville ont envie de le regarder. Voilà. Et les Vachettes reviendront courser la ménagère cet été sur France 3. Elle a la cote dans les magazines People et ça l'énerve, mais garde la cote à TF1 vendredi prochain. Elle présentera pour la première fois en direct la chanson de l'année. Flavie Flamand, bonjour. Ça va, Florence? Ouais, très bien. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors Flavie, évacuons d'emblée les points qui fâchent. Vous avez... ça commence. Ouais. Mais après, on parle d'autre chose. On va parler d'autre chose, bien sûr. Mais vous avez écrit une lettre, en fait, au lecteur de la presse People pour vous excuser de votre omniprésence dans les médias. Alors, oui. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'écrire cette lettre? Et c'est un progrès, en fait, dans la justice d'avoir obtenu cette lettre en lieu et place d'une publication judiciaire. C'était la suite d'une décision de justice. Absolument, toujours. Toute atteinte à la vie privée est traînée forcément devant les tribunaux. En tout cas, les avocats de Voici s'évertuent à venir au tribunal. Et voilà. Et il y a un moment donné où, quand le tribunal de grande instance de Nanterre nous permet de nous exprimer dans les pages de ces magazines, ça nous donne l'occasion peut-être de pouvoir exprimer ce qui finalement est assez méconnu, malheureusement. Qu'est-ce qui est si méconnu? La souffrance, le fait de voir sa vie romancée. Je trouve ça aberrant. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui sortent dans la presse la semaine dernière, qui ont été prises il y a 2 mois lors d'un tournage. Ça, on raconte ma vie, on en fait une sorte de roman. On en fait avec ses hauts, ses bas, ses coups de théâtre. Tout va bien. J'ai enfin maintenant une vie normale, donc on me fout la paix, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est entendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui me permet de m'exprimer. J'ai fait la même chose aussi avec le magazine Paris Match. Et c'est un progrès, voilà, même si la justice, malheureusement, ne parvient pas encore à arrêter ces gens-là. Ce que le public ne sait pas nécessairement, c'est qu'en fait, il n'y a aucun moyen pour vous d'empêcher ces publications. Rien. On ne sait rien. On essaye de vivre. On se dit certains matins qu'on va peut-être pouvoir passer une journée normale. Ça n'est pas le cas. Et on le réalise dans les kiosques le lundi. On ne peut rien faire. Ou alors, on reste enfermé chez soi, on élève ses gosses dans une bulle. On n'a plus de vie, on n'a plus d'émotion, on n'a plus de... Voilà, merde, on a la vie de tout le monde, quoi. Est-ce qu'à un moment, vous avez été accablé au point de vous dire je décroche de la télévision, je décroche de la télé, non. En revanche, je ne suis pas venue chez vous pendant 6 mois. Ça n'a rien à voir avec vous, mais je veux dire, à un moment donné, on rentre dans une sorte de tanière un petit peu réconfortante. On décide de ne rien faire. Je n'ai quasiment rien fait depuis 6 mois, voilà. Parlons de votre actualité sur TF1. Allez, vendredi, vous allez présenter pour la première fois la chanson de l'année en direct. Oui, c'est pas mon premier direct, mais c'est la première fois qu'on le fait. Absolument. Et pourquoi donc cette première fois en direct la chanson de l'année? Parce que c'est un événement. On s'est rendu compte, c'est la 4e édition de la chanson de l'année. On s'est rendu compte que c'était une émission qui était maintenant attendue, qui était un rendez-vous de fin de saison sur TF1, un grand rendez-vous de variété, que le direct, je pense, est en train de revenir progressivement à l'antenne. Alléluia, ça c'est vraiment un épanouissement, c'est quelque chose de fabuleux.
Ah, c'est un plus, ça n'a rien à voir. On est à l'instant, on parle aux gens, quoi. Et vous avez, moi je trouve, beaucoup modernisé, en fait, le contenu de l'émission, n'est-ce pas? Pourquoi c'était... Ben oui, justement, est-ce que c'est la concurrence de la nouvelle star sur M6 qui fait que vous vous êtes dit, il faut... moderniser, hein. Ouais, c'est-à-dire amener des chanteurs un peu en termes de programmation. En termes de programmation, ne pas laisser tout le chant à la variété française un peu plus classique, traditionnelle, mais faire venir par exemple Philippe Catherine. Ouais, Philippe Catherine, c'était il y a déjà un an, ouais, Philippe Catherine aux 500 choristes. Ouais, donc, il y a 50 Cent aussi cette année, ouais, par exemple. 50 Cent, on va avoir également... enfin, on a tout le monde, on a Fatal Bazooka, il y a de la parodie, il y a, on a Tokyo Hotel aussi qui va venir. Votre actualité cet été, ce sera aussi 2 numéros de saga. Ouais, comme chaque année. Voilà. De voyage. Où ça? Où ça? Ouais, ça va se passer. On part dans 2 semaines, on part à Miami. Voilà. Un en début d'été et un en fin d'été. Ouais, et un en fin d'année au mois de décembre. Et en fin d'année, comme d'habitude. Est-ce que la périodicité, le rythme de saga va changer, vous pensez, l'année prochaine ou pas? Non, je ne pense pas, parce que je pense que alors là, c'est vraiment un magazine qui cartonne en prime. 7,3 millions de téléspectateurs en décembre dernier. Un carton. Un carton, à chaque fois. Vraiment. Et vous avez signé pour combien d'années encore avec Saga, avec TF1? Alors avec Saga, je ne sais pas. Avec TF1, ça risque de durer encore quelques années. Ouais. On est parti, c'est une longue histoire avec TF1. Ça fait déjà... Je réfléchissais autre chose, ça va faire 7 ans que je suis à TF1. Et alors vous avez un contrat qui est renouvelé chaque année en fait pour décrypter comment ça se passe? Non, il y a des moments où on se dit que voilà, on va s'aimer encore un an histoire de relancer la passion. Et puis il y a d'autres moments où on s'aime tellement qu'on se dit que ça va durer encore 3 ans. C'est variable, voilà. Mais c'est vraiment une relation de confiance avec des dirigeants qui ont toujours été là, quoi. Donc je suis vraiment bien. Des dirigeants qui ont toujours été là, mais qui vont partir. Oui. Ouais. Alors est-ce que vous connaissez déjà Nonce Paolini? J'ai croisé Nonce dans les couloirs de TF1. Je fais pas encore partie de ceux qui ont pris un rendez-vous avec Nonce, mais je pense qu'on aura l'occasion de faire connaissance. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours travaillé avec Étienne Moujotte. Voilà, c'est quelqu'un qui nous tire toujours la tête vers le haut. Enfin, c'est un bonheur. Donc les choses ont changé, mais avec toutes les remises en question aussi que ça impose. Donc on va repartir sur autre chose. Qu'en est-il de Vie ma vie en fait? Life, oui. Oui. Alors où en est-on? Où en êtes-vous avec cette émission? Tout va bien. Tout va bien. Les audiences sont un peu moins bonnes que l'an dernier. Vous avez changé le concept en fait? Un chouille. Parce que vraiment on est dans les médias. On a fait, comment on va chercher le truc. Non, Vie ma vie va très bien. À la question, est-ce que Vie ma vie sera à l'antenne l'année prochaine sur TF1? Vous alliez me la poser, je ne sais pas encore. Et on fait 35% de moyenne quand même sur l'année. Hein. Donc si on se parle chiffres, c'est quand même juste une bonne audience. On fait 35% de moyenne. Mais la presse bruise de rumeurs. Mais on raconte tout, n'importe quoi. Il faut arrêter de délirer. Bien sûr, ça peut s'arrêter en juin. Je ne vous dis pas que ça ne va pas s'arrêter. Mais les rumeurs comme quoi Vie ma vie est un échec cette année, c'est complètement faux. Votre envie par rapport à Vie ma vie, c'est de continuer plutôt? J'ai envie de continuer à faire de l'interview. J'ai envie de continuer à aller sur le terrain. J'adore le témoignage. J'adore les anonymes. Donc j'ai vraiment envie de continuer. J'ai vraiment envie de continuer dans cette voie du magazine qui est un virage aussi en termes de carrière. Puis je commence à être un peu... Voilà quoi, ça fait 10 ans maintenant que je fais de la télé et j'ai des centres d'intérêt qui sont peut-être différents. Donc j'ai vraiment envie de continuer ça. Alors ces centres d'intérêt qui sont différents, est-ce que par exemple vous les formulez par des projets d'émissions que vous proposez à TF1 pour la rentrée éventuellement? En tant que productrice? En tant déjà que je animatrice. vais produire moi cette année. La saison prochaine je vais produire pour TF1. Mais je vais produire je pense, on est en train de travailler dessus, une grande soirée, pareil, de divertissement, d'émotion, une spéciale. Qu'est-ce que ça vous apporte de devenir productrice? Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui? Non, c'est pas un passage obligé. Ça dépend dans quel sens. Un passage obligé en termes d'ambition et de réussite, à mon sens, pas forcément. Alors pourquoi le fait-on? L'ambition, en revanche, de création, le fait de partir d'une feuille blanche, d'avoir le sentiment de pouvoir choisir aussi les gens avec lesquels on travaille, d'écouter aussi ce que nous disent les gens dans la rue, ce qu'ils ont envie de voir à la télévision, là ça devient intéressant. Là ça devient vraiment intéressant. On a le sentiment de maîtriser beaucoup de choses et on se respecte plus soi-même aussi. J'ai le sentiment en tout cas. Merci Flavie de votre visite sur le plateau de Plus Clair. Merci. Merci. Et on vous retrouve bien sûr vendredi soir en direct pour la chanson de l'année. Alors, un concept de télé-réalité qui pourrait peut-être vous intéresser un jour, celui mis au point par Steven Spielberg, un grand du cinéma américain qui a lancé cette semaine sur la Fox la première émission de son jeu de télé-réalité. À la clé, un contrat d'$1 million chez DreamWorks. Marie-Laurence Rincé. On the Lot, traduisez sur le plateau, c'est le nom de cette nouvelle émission de télé-réalité qui a germé dans la tête de Steven Spielberg. Objectif, dénicher le metteur en scène qui fera les beaux jours d'Hollywood dans les prochaines années. At the end of this summer,
one of you is going to have the keys to your very own office at DreamWorks. 50 réalisateurs en herbe soumis à l'avis d'un jury composé de l'actrice Carrie Fisher et des réalisateurs Brett Ratner et Gary Marshall. Spielberg said once, you have to make the audience want to believe it. That's the key to movie making. Parmi les épreuves, savoir vendre son film en faisant le pitch, chacun dans son style. So in the last 10 years, he's been the most beautiful black drag queen he has ever seen in his life. Beating him and beating him and beating him. It's not a game anymore, Dougie. Who do you work for? Can I grab my notes? Is that... Ou encore tourner et monter un court-métrage en 24 heures. Hey guys! Get off our space! What are you doing? À la clé pour le vainqueur, $1 million et un contrat avec le studio DreamWorks. Mais mardi soir, On the Lot n'a pas convaincu. 11 millions d'Américains étaient devant leur télé au début du programme. Il n'était plus que 6 millions une demi-heure plus tard. Autre mauvaise nouvelle pour Fox cette semaine. Le lendemain, la finale d'American Idol n'a rassemblé que 29 millions de téléspectateurs contre 36 pour la finale de l'an dernier. 7 millions de personnes en moins donc pour suivre le sacre de la jeune Jordy Sparks. Your new American Idol. Plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. La télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'Hebdo Cinéma installé à Cannes. Salut et très bon week-end.